Avant même que le soleil ne se lève sur les plaines irriguées du Burkina Faso, les pompes commencent déjà à tourner. L'eau circule dans les canalisations. Les jeunes pousses de blé persin, un sol longtemps jugé incapable de porter cette culture, et, derrière chaque hectare, apparaît une question stratégique. Ibrahim Traoré veut-il simplement produire davantage de céréales, ou prépare-t-il une rupture beaucoup plus profonde avec la dépendance alimentaire? Cette offensive agricole n'est pas un projet isolé. Elle s'inscrit dans une doctrine plus large. Pour Ibrahim Traoré, un pays qui dépend de l'étranger pour son pain reste vulnérable, même s'il affirme avoir reconquis sa souveraineté politique. Le Burkina Faso importait encore de grandes quantités de blé, exposant sa population aux crises extérieures, aux hausses du transport, aux tensions sur les routes commerciales et aux fluctuations des marchés mondiaux. La pandémie, puis la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ont révélé à quel point une décision prise à des milliers de kilomètres pouvait se répercuter jusque dans les boulangeries de Ouagadougou. Traoré a donc déplacé le centre du combat. Après la sécurité militaire, il a ouvert un second front, celui de la production nationale. Son choix est risqué, car le blé n'était pas considéré comme une culture naturellement adaptée au pays. Il fallait convaincre les agriculteurs, mobiliser l'irrigation, fournir des semences, des engrais, des machines, et surtout prouver que cette ambition n'était pas un simple slogan politique. Les premières parcelles ont alors pris une valeur qui dépasse leur rendement réel. Elles sont devenues des démonstrations de pouvoir. Chaque champ réussi envoyait un message aux sceptiques: ce qui semblait impossible pouvait être organisé, financé et reproduit. Les producteurs hésitants ont commencé à observer. Les jeunes ont vu apparaître des emplois dans la mécanisation, l'irrigation et la récolte. Des femmes se sont engagées dans la production de semences certifiées. Peu à peu, une politique décidée au sommet a commencé à modifier les calculs économiques à la base, mais cette réussite apparente cache déjà une tension majeure. Produire quelques récoltes est une chose. Construire une filière capable de réduire durablement les importations en est une autre. Et c'est précisément dans cet écart entre symbole politique et transformation réelle que se joue désormais la crédibilité de la stratégie d'Ibrahim Traoré. Si cette campagne agricole attire aujourd'hui autant d'attention, c'est parce qu'elle ne peut être comprise uniquement à travers les chiffres de la production. Derrière chaque hectare supplémentaire se cache une redéfinition du pouvoir politique. Ibrahim Traoré ne présente pas le développement agricole comme une simple politique économique. Il le présente comme un instrument de souveraineté. Au même titre que la défense nationale ou la réforme des institutions, pendant plusieurs décennies, le Burkina Faso a accepté une réalité considérée comme inévitable. Le pays produisait certaines cultures traditionnelles, mais dépendait largement des importations pour répondre à une partie de sa consommation de blé. Cette dépendance semblait normale tant que les marchés internationaux fonctionnaient sans interruption. Pourtant, les crises successives ont démontré la fragilité de ce modèle. Une hausse du coût du transport, une rupture logistique, une guerre affectant les exportateurs mondiaux ou une variation brutale des prix suffisaient à augmenter le coût du pain dans les villes burkinabées. Pour Ibrahim Traoré, cette situation révélait une faiblesse stratégique. Un État qui ne maîtrise pas une partie de son approvisionnement alimentaire reste exposé aux décisions prises à l'extérieur de ses frontières. La souveraineté politique perd alors une partie de sa substance, car les choix économiques demeurent soumis aux aléas internationaux. C'est cette analyse qui explique pourquoi son gouvernement a placé l'agriculture au cœur du projet de reconstruction nationale. Cette vision s'est traduite par une mobilisation de plusieurs administrations. Les services agricoles ont reçu pour mission d'accompagner directement les producteurs. Les chercheurs ont été sollicités afin d'identifier des variétés de blé plus adaptées aux conditions climatiques locales. Les techniciens ont multiplié les formations sur l'irrigation, la fertilisation et les méthodes modernes de culture. L'objectif n'était pas seulement d'augmenter la production d'une saison, mais de créer un savoir-faire capable de s'enraciner durablement. Le choix du blé possède également une portée symbolique. Contrairement au mil ou au sorgho, il représente l'une des principales cultures importées.
Chaque parcelle cultivée localement constitue donc un signal politique. Elle démontre qu'un produit longtemps considéré comme inaccessible peut progressivement entrer dans le paysage agricole national. Cette évolution nourrit un discours plus large selon lequel le Burkina Faso doit transformer ses contraintes en opportunités au lieu d'accepter une dépendance permanente. Cette stratégie a progressivement modifié les comportements sur le terrain. De nombreux producteurs qui observaient les premières expérimentations avec prudence ont commencé à participer au programme après avoir constaté les premiers résultats. Les exploitations pilotes sont devenues des espaces d'apprentissage où les agriculteurs pouvaient comparer les techniques, observer les rendements et échanger directement avec ceux qui avaient déjà franchi le pas. Cette diffusion, par l'exemple, s'est révélée plus convaincante que n'importe quelle campagne de communication. Les jeunes ruraux ont également trouvé dans cette dynamique de nouvelles perspectives. L'expansion des surfaces cultivées a créé des besoins en mécanisation, en entretien des systèmes d'irrigation, en transport, en stockage et en récolte. Pour certains, l'agriculture a cessé d'être perçue comme une activité de survie pour devenir un secteur capable d'offrir des compétences techniques et des revenus plus stables. Les femmes ont, elles aussi, occupé une place croissante, notamment dans la production de semences certifiées et dans l'organisation de certaines activités coopératives. Cependant, cette montée en puissance ne met pas fin aux interrogations. Les investissements publics restent importants. Les infrastructures d'irrigation doivent être entretenues. Les producteurs continuent de dépendre d'un accompagnement technique, et la réussite des premières campagnes devra encore être confirmée sur plusieurs années. Les critiques soulignent que l'enthousiasme initial ne garantit pas une transformation durable. C'est précisément là que le débat politique devient plus intense. Les partisans d'Ibrahim Traoré voient dans cette offensive agricole la preuve qu'une stratégie nationale peut progressivement réduire les dépendances extérieures. Ses détracteurs estiment au contraire que les premiers succès devront encore résister à l'épreuve du temps, du climat et des contraintes économiques. Entre ces deux lectures se dessine désormais un affrontement beaucoup plus profond, où la question n'est plus seulement de produire du blé, mais de savoir jusqu'où cette politique peut réellement transformer l'équilibre économique et stratégique du Burkina Faso. À mesure que les premières récoltes confirmaient que le blé pouvait être cultivé avec succès dans plusieurs zones irriguées du Burkina Faso, un nouveau rapport de force commençait à émerger. Le débat ne portait plus sur la faisabilité technique du projet, mais sur ses conséquences politiques. Chaque hectare supplémentaire renforçait le discours d'Ibrahim Traoré, selon lequel la souveraineté ne pouvait plus être réduite aux seules questions militaires. Elle devait aussi se mesurer à la capacité d'un pays à produire ce qu'il consomme et à limiter les leviers de pression extérieure. Cette évolution a rapidement provoqué des réactions contrastées à l'intérieur du pays. De nombreux producteurs ont vu dans cette stratégie une occasion d'accéder à des équipements, à des formations et à des infrastructures qui faisaient défaut depuis longtemps. Les exploitations pilotes sont devenues des vitrines où les visiteurs pouvaient observer des cultures autrefois jugées impossibles. Ce changement de perception a progressivement alimenté une dynamique collective. Les agriculteurs ne discutaient plus seulement des difficultés de production, mais des possibilités d'expansion. À l'inverse, plusieurs observateurs extérieurs ont exprimé leurs réserves. Certains estimaient que les premiers résultats restaient insuffisants pour remettre en cause une dépendance construite pendant des décennies. D'autres soulignaient que la réussite des campagnes initiales reposait encore sur un soutien public important, notamment en matière d'irrigation, de mécanisation, de semences améliorées et d'accompagnement technique. Selon eux, la véritable épreuve commencerait lorsque ces investissements devraient produire des résultats durables dans un contexte économique plus exigeant. Ces critiques n'ont pourtant pas conduit le gouvernement à ralentir son offensive. Ibrahim Traoré a choisi de maintenir la même ligne stratégique. Son objectif n'était pas d'obtenir une autosuffisance immédiate, mais de construire progressivement une capacité nationale de production. Cette distinction est essentielle. Il ne promet pas la disparition rapide des importations. Il cherche plutôt à réduire leur poids dans l'économie afin que les crises internationales aient un impact moins direct sur la population burkinabé.
sur le terrain. Cette approche a commencé à transformer les comportements. Les exploitants, qui avaient limité leurs premiers essais à quelques parcelles, ont décidé d'augmenter leur surface. Les techniciens agricoles ont multiplié les visites afin d'adapter les méthodes de culture aux réalités locales. Les chercheurs ont poursuivi l'évaluation de nouvelles variétés capables de mieux résister aux contraintes climatiques. Chaque campagne apportait ainsi de nouvelles données permettant d'améliorer la suivante. Mais cette progression faisait également apparaître un défi beaucoup plus complexe. Produire davantage de blé ne suffisait pas. Encore, fallait-il organiser l'ensemble de la chaîne économique? Les récoltes devaient être stockées dans de bonnes conditions, transportées efficacement, transformées par des minoteries capables de répondre aux besoins du marché, puis distribuées jusqu'aux consommateurs. Sans cette organisation, l'augmentation de la production risquait de ne pas se traduire par une véritable réduction de la dépendance extérieure. C'est précisément à ce moment que le projet agricole a cessé d'être une simple politique sectorielle pour devenir un test grandeur nature de la capacité de l'État à coordonner plusieurs domaines simultanément. Agriculture, infrastructure, recherche, formation, investissement privé et organisation des marchés se retrouvaient désormais liés par un même objectif. Si l'un de ces maillons venait à céder, l'ensemble de la stratégie pourrait perdre une partie de sa crédibilité. La confrontation qui s'annonce ne portera donc plus uniquement sur les champs de blé, mais sur la solidité du modèle économique qu'Ibrahim Traoré tente progressivement d'installer. À ce stade, la véritable stratégie d'Ibrahim Traoré commence à apparaître avec davantage de clarté. L'expansion de la culture du blé ne constitue pas une fin en soi. Elle sert de laboratoire pour une ambition beaucoup plus vaste, démontrer qu'un État peut reconstruire progressivement son autonomie économique en renforçant ses capacités productives au lieu de dépendre durablement des importations. Dans cette logique, chaque investissement agricole devient également un investissement politique. Cette approche repose sur plusieurs piliers complémentaires. Le premier concerne la maîtrise de l'eau. Dans un pays sahélien où les précipitations restent irrégulières, aucune politique agricole ambitieuse ne peut réussir sans irrigation. Le gouvernement a donc privilégié l'installation de pompes, de canalisations, de systèmes d'arrosage et d'équipements capables de prolonger les périodes de production au-delà de la seule saison des pluies. Cette infrastructure représente un coût considérable, mais elle constitue aussi la condition indispensable pour sécuriser les récoltes. Le deuxième pilier concerne le capital humain. Ibrahim Traoré ne cherche pas uniquement à distribuer des intrants agricoles, son gouvernement mise également sur la formation des producteurs, l'accompagnement technique permanent et le développement de compétences locales. Les ingénieurs agronomes, les agents de vulgarisation et les chercheurs travaillent directement avec les exploitants afin d'adapter les méthodes de culture aux réalités du terrain. Cette coopération permet de transformer progressivement une expérience pilote en savoir-faire national. Le troisième pilier réside dans la création d'une filière complète. Produire davantage de blé n'aurait qu'un impact limité si les infrastructures de stockage, de transformation et de commercialisation demeuraient insuffisantes. Les autorités cherchent donc à favoriser l'émergence d'un écosystème où les agriculteurs, les transporteurs, les minoteries, les distributeurs et les investisseurs privés participent au même objectif stratégique. Plus cette chaîne devient solide, plus la valeur ajoutée reste à l'intérieur du pays. Cette vision modifie également la perception du rôle de l'agriculture. Pendant longtemps, celle-ci a souvent été considérée comme un secteur traditionnel, peu mécanisé et faiblement rentable. Aujourd'hui, le gouvernement tente d'en faire un moteur de modernisation. Les nouvelles exploitations utilisent davantage de machines, d'équipements d'irrigation et de techniques améliorées. Les jeunes y trouvent des métiers spécialisés, tandis que les femmes renforcent leur présence dans la production de semences, les coopératives et certaines activités de transformation. Cette diversification contribue à créer une dynamique économique qui dépasse largement la seule récolte. Cependant, plus cette stratégie progresse, plus les exigences augmentent. Les systèmes d'irrigation nécessitent une maintenance permanente.
les coûts énergétiques demeurent élevés. Les épisodes de sécheresse ou d'inondations liés au changement climatique peuvent remettre en cause plusieurs mois d'efforts. En parallèle, la concurrence du blé importé continue d'exercer une pression sur les producteurs locaux. Pour que cette politique survive, elle devra donc gagner en efficacité tout en restant économiquement viable. Les critiques rappellent également qu'aucune révolution agricole ne peut réussir uniquement grâce aux investissements publics. À terme, les exploitations devront devenir suffisamment productives pour attirer des financements privés, générer des bénéfices durables et continuer à innover sans dépendre constamment des subventions. Cette transition représente probablement le test le plus difficile de toute la stratégie. Malgré ces incertitudes, Ibrahim Traoré poursuit une logique cohérente. Il considère que le véritable risque n'est pas d'investir dans la production nationale, mais de conserver une dépendance qui expose continuellement le Burkina Faso aux crises internationales. Dans cette perspective, chaque campagne agricole constitue une étape supplémentaire vers une autonomie économique plus large, même si le chemin reste long et semé d'obstacles. C'est précisément cette confrontation entre ambition politique et réalités économiques qui déterminera la suite de cette transformation. Si les résultats continuent de progresser, le projet pourrait devenir une référence pour d'autres pays africains confrontés aux mêmes défis. En revanche, si les infrastructures, les financements ou les conditions climatiques ralentissent cette dynamique, les adversaires de cette stratégie disposeront d'arguments pour remettre en cause l'ensemble du modèle. La prochaine étape ne concernera donc plus seulement les récoltes, mais la capacité du Burkina Faso à transformer cette expérience en véritable politique de développement à long terme. À mesure que la stratégie agricole d'Ibrahim Traoré se développe, ses conséquences dépassent désormais largement les frontières du secteur rural. Ce qui était présenté au départ comme un programme destiné à renforcer la production nationale est progressivement devenu un élément central du débat sur l'avenir économique et politique du Burkina Faso. La question n'est plus uniquement de savoir combien de tonnes de blé pourront être récoltées, mais quel type de modèle de développement le pays souhaite construire pour les prochaines décennies. Pour les partisans du gouvernement, les premiers résultats démontrent qu'un changement de trajectoire est possible. Ils soulignent que les exploitations pilotes ont permis de modifier les mentalités, de diffuser de nouvelles compétences et d'encourager une génération d'agriculteurs à investir dans des méthodes plus modernes. Selon cette lecture, le principal succès ne réside pas encore dans les volumes produits, mais dans la création d'une dynamique capable de s'étendre progressivement à d'autres régions et à d'autres filières agricoles. Les critiques, en revanche, rappellent que toute transformation de cette ampleur doit être évaluée avec prudence. Ils observent que les infrastructures restent incomplètes, que l'irrigation exige des investissements permanents et que les effets du changement climatique continueront de peser sur les rendements. Ils soulignent également que la compétitivité du blé burkinabé dépendra de sa capacité à rivaliser durablement avec les importations en matière de coût, de qualité et de régularité d'approvisionnement. Pour eux, les premières réussites constituent un signal encourageant, mais elles ne garantissent pas encore une véritable indépendance alimentaire. Ibrahim Traoré semble pourtant accepter cette logique de long terme. Son discours ne présente jamais la souveraineté comme un objectif atteignable en une seule campagne agricole. Il insiste davantage sur un processus de construction progressive, fondé sur l'investissement, l'apprentissage et l'accumulation d'expériences. Dans cette perspective, chaque saison permet de corriger les erreurs de la précédente, d'améliorer les techniques de production et de renforcer les capacités nationales. Cette approche pourrait également produire des effets bien au-delà du Burkina Faso. Plusieurs pays africains font face aux mêmes défis: forte dépendance alimentaire, vulnérabilité aux fluctuations des marchés internationaux et difficulté à valoriser pleinement leur potentiel agricole. Si l'expérience burkinabé continue de produire des résultats, elle pourrait inspirer d'autres gouvernements cherchant à réduire leur exposition aux crises extérieures sans pour autant rompre avec le commerce international. Cependant, cette influence potentielle dépendra d'un facteur décisif: la capacité du Burkina Faso
à transformer une série de projets prometteurs en un système durable. Les producteurs devront disposer de débouchés stables. Les industries de transformation devront suivre l'augmentation des récoltes. Les réseaux de stockage et de transport devront éviter les pertes après récolte. Les investissements privés devront progressivement compléter l'effort public afin que la filière puisse poursuivre son développement sans dépendre exclusivement du soutien de l'État. L'enjeu devient alors beaucoup plus vaste que la seule production de blé. Il concerne la crédibilité d'un modèle qui affirme qu'un pays peut renforcer sa souveraineté en développant ses propres capacités productives. Si cette démonstration réussit, Ibrahim Traoré pourra présenter cette politique comme l'un des piliers de son projet national. Dans le cas contraire, ses adversaires y verront la preuve que les ambitions politiques ne suffisent pas à transformer durablement une économie. C'est précisément cette confrontation entre résultats concrets et attentes nationales qui prépare désormais le dernier tournant de cette histoire. Au terme de cette transformation, une évidence s'impose. Les champs de blé du Burkina Faso ne représentent plus uniquement une expérimentation agricole, ils sont devenus le symbole d'une vision politique portée par Ibrahim Traoré, selon laquelle la souveraineté ne se limite ni aux frontières ni aux institutions, mais commence aussi par la capacité d'un peuple à produire une part essentielle de ce qu'il consomme. Les premières campagnes ont démontré qu'un changement était possible. Des terres, autrefois considérées comme inadaptées, accueillent désormais des cultures de blé. Des agriculteurs qui doutaient de cette filière transmettent aujourd'hui leur expérience à d'autres producteurs. Des jeunes trouvent de nouvelles perspectives professionnelles dans la mécanisation, l'irrigation ou la logistique agricole. Des chercheurs, des techniciens et des entrepreneurs participent à la construction d'une filière qui n'existait encore que très partiellement il y a quelques années. Aucun de ces progrès ne garantit à lui seul une indépendance alimentaire, mais tous témoignent d'une évolution profonde des ambitions nationales. Pour Ibrahim Traoré, l'enjeu dépasse largement la prochaine récolte. Son objectif consiste à bâtir un modèle capable de résister aux crises internationales, aux ruptures des chaînes d'approvisionnement et aux fluctuations des marchés mondiaux. Cette stratégie demandera encore des années d'investissement, d'innovation et d'ajustement. Elle devra aussi surmonter les défis liés au climat, au financement, aux infrastructures et à la compétitivité économique. Le véritable verdict ne sera donc pas rendu en une seule saison agricole, mais sur la capacité du Burkina Faso à maintenir cette dynamique dans la durée. C'est précisément pourquoi cette initiative suscite autant d'attention à travers l'Afrique. Si elle continue à produire des résultats, elle pourrait encourager d'autres États à renforcer leur propre autonomie alimentaire tout en développant leurs capacités productives. Dans le cas contraire, elle rappellera combien il est difficile de transformer une ambition politique en succès économique durable. Quoi qu'il advienne, une réalité est déjà visible. Ibrahim Traoré a déplacé le débat national. La question n'est plus seulement de savoir combien le Burkina Faso importe, mais combien il est capable de produire par lui-même. Et c'est être cette évolution des mentalités qui constitue aujourd'hui la récolte la plus importante. Car lorsqu'un pays retrouve confiance dans sa capacité à construire son propre avenir, il pose les fondations d'une souveraineté qui dépasse largement les champs de blé.